Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Emmanuelle Drouet, psychologue clinicienne depuis 15 ans. Sans aucun filtre, Emmanuelle va nous parler de ses métiers de psychologue et d'auteur, ainsi que de la fermeture de son cabinet suite à un épuisement professionnel. J'espère que vous découvrirez l'envers du divan du métier de psychologue et que ce podcast vous permettra de rencontrer la belle personne qui est Emmanuelle. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour Emmanuelle et bienvenue dans Mots de Psy. Bonjour Perrine, merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors on va commencer directement dans le bain. Je te propose peut-être de te présenter du coup aux auditeurs. Alors moi je suis donc Emmanuelle Drouet, je suis psychologue, clinicienne, j'ai 42 ans, je suis maman d'un petit garçon, je suis en région parisienne, installée en tant que psychologue qui a exercé en cabinet libéral pendant 15 ans. Et maintenant, j'exerce de manière différente, uniquement dans le cadre d'ateliers en ligne que je propose désormais à mes patients suite à l'interruption de mon activité à cause d'un épuisement professionnel. Ok, super. Ben justement, on va y venir. Avant ça, donc tu nous as dit psychologue clinicienne. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est psychologue clinicienne par rapport à d'autres spécialités ? Alors, moi, je suis donc psychologue clinicienne, en tout cas installée en cabinet libéral. Ça veut dire que je reçois des patients face à face dans le cadre de thérapies pour différentes problématiques. Au départ, mon diplôme, c'était un diplôme de psychologue de la santé, précisément, que j'ai passé à l'université de Bordeaux. Un diplôme de psychologue de la santé, mention psychopathologie de l'adaptation au stress. Donc moi, au départ, j'étais plutôt formée pour prendre en charge tout un tas de personnes qui souffraient de pathologies liées au stress. Ça pouvait être des pathologies physiques que pouvait déclencher le stress et de personnes qui souffraient de stress. Après, dans ma pratique au quotidien, comme beaucoup de personnes qui consultent en cabinet, de praticiens en tout cas qui consultent en cabinet, on reçoit tout un tas de personnes et pas uniquement des personnes qui viennent pour des problèmes de stress. Ah oui, tout à fait. Ok. Et pourquoi as-tu choisi ce métier du coup ? Alors, au départ, j'avais pas le sentiment ou l'idée à 18-20 ans, en faisant des études de psychologie, que j'allais devenir psychologue. C'est-à-dire que même si ça peut paraître évident quand on le dit comme ça, qu'on va être psychologue quand on fait des études de psychologie, moi, j'ai pas fait ça pour ça. Je me suis rendu compte qu'en maîtrise, qu'en 4e année de psycho, sur les 5 années qu'on doit faire, je me suis rendu compte qu'en 4e année, que j'allais être psychologue. Au départ, si j'ai fait psychologie, la fac de psycho, c'était vraiment pour comprendre les comportements humains. J'avais un besoin intellectuel de compréhension sur pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent comme ils pensent, pourquoi il y en a qui se suicident, pourquoi il y en a qui mangent et qui se font vomir, pourquoi il y en a qui abusent des enfants, pourquoi il y en a qui sont en dépression et qui n'arrivent jamais à s'en remettre. Bref, j'avais un besoin intellectuel surtout de comprendre les comportements humains. Et donc au départ, c'était vraiment dans une quête purement intellectuelle que je me suis inscrite en psycho. Et j'ai compris qu'après coup, une fois que les stages ont commencé, que j'allais du coup prendre en charge des patients, les écouter, les aider. Et puis après, ça m'a plu évidemment. Mais au départ, c'était pas dans ce but-là. D'accord. Et tu as fait beaucoup de stages pendant ta formation ? Alors, moi, je suis une vieille psychologue. Ça veut dire que j'ai fait mes études il y a longtemps. C'était avant les années 2000. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément d'heures de stage qui étaient... Alors, je ne me rappelle pas précisément parce que ça fait trop longtemps. Il n'y avait pas énormément d'heures de stage qui étaient demandées. Donc, j'ai fait des stages, mais qui n'étaient pas toujours très intéressants. C'était difficile. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui de trouver un stage. Et donc, je n'ai pas forcément trouvé toujours des stages hyper intéressants. Il n'y avait pas toujours de psychologue référent. Donc, j'étais souvent entourée plus de médecins que de psychologues.
D'accord, ok. Et donc, j'étais souvent un peu livrée à moi-même pendant mes stages. Et donc, j'ai vraiment appris sur le tas toute seule, en fait. C'était assez rare que j'ai été accompagnée d'une psychologue durant mes stages. D'accord. Et est-ce que tu penses que ta formation t'a aidé pendant les stages ou c'est vraiment quand tu es sur le terrain que là, tu apprends peut-être plus? Ah, clairement. Je valide ta deuxième partie de question, c'est-à-dire que en stage, j'étais surtout en observation. Je pense comme beaucoup d'étudiants à qui on laisse pas énormément de responsabilités. Hmm. Donc j'ai observé, j'ai appris des choses quand même. Dans ma formation à la fac aussi, j'ai appris plein de choses théoriques. En revanche, c'est vraiment confronté à mes patients. Dans mon premier cabinet, parce que moi je me suis installée en libéral tout de suite, c'était mon souhait. C'est vraiment sur le tas que j'ai le plus appris. Et puis en continuant à me former, parce que moi j'estime que c'est hyper important de continuer à se former régulièrement quand on est Bien psychologue. sûr. Voilà. Et donc c'est en écoutant mes patients, en recevant un, puis deux, puis trois, puis 10, puis 100 patients, en les écoutant, en lisant beaucoup, parce qu'il y a les formations, mais il y a aussi la lecture. Je trouve que lire des livres sur la psychologie, sur des méthodes de thérapie et autres, c'est hyper important. Et c'est comme ça que j'ai acquis un peu tout mon bagage, tous mes outils, pour pouvoir me sentir plus confiante dans mon rôle de psychologue en face de mes patients. D'accord. Donc beaucoup plus que la formation initiale. Oui, alors la formation initiale, j'entends quand tu me poses cette question, la formation à la fac pour Oui, à la obtenir fac. le diplôme. Voilà. Donc, oui, moi, j'ai pas eu le sentiment. Enfin, j'ai appris plein de choses théoriques, très bien, c'était très intéressant, mais pour la plupart, je les ai oubliées. Enfin, pour un certain nombre de connaissances, je les ai oubliées. Donc, c'est bien, mais je trouve que c'est pas suffisant. Encore une fois, j'ai fait mes études avant les années 2000, ou au tout début des années 2000. C'est sans doute, le contenu des cours est sans doute peut-être très différent aujourd'hui pour les étudiants en psycho. Donc, c'est peut-être pas pareil. Mais moi, à l'époque, j'ai trouvé que le contenu était assez maigrichon. Même si ça m'a apporté plein de choses, mais en tout cas assez maigrichon pour pouvoir se lancer en libéral et avoir des patients tout de suite. Voilà. Ce qui m'a le plus appris dans mes formations, c'est ma formation par exemple à l'AFTCC, donc à l'Association française de thérapie cognitive et comportementale. Là, c'est une formation hyper complète Ok. dans laquelle j'ai pu apprendre plein de choses qui m'ont servi dans ma pratique. Alors qu'est-ce que c'est du coup cette formation? Alors, c'est une formation qui se déroule en 3 ans, donc c'est beaucoup de temps, où on apprend donc la pratique de la thérapie cognitive et comportementale. Donc, on va, en tout cas en thérapie, avec les patients qui viennent pour de la TCC ou à qui on propose en tout cas de faire de la TCC, c'est le diminutif de thérapie cognitive comportementale. On va travailler sur leur cognition, donc sur leurs pensées souvent dysfonctionnelles ou inadaptées, des pensées négatives qui les font souffrir. Et on va travailler sur leur comportement, des comportements dysfonctionnels ou inadaptés, pour modifier leur cognition et pour modifier leur comportement quand ce ne sont pas des comportements qui amènent un bien-être ou voire au contraire même qui les font souffrir. Donc la TCC, c'est vraiment ça. Voilà. On va vraiment travailler sur les pensées et le comportement inadapté du patient pour qu'il adopte un autre mode de pensée et des comportements plus adaptés pour lui et qui le font moins souffrir. Ok, tu t'es formée à la TCC combien de temps après l'ouverture de ton cabinet? Alors, moi, j'ai ouvert mon premier cabinet en 2005. J'ai été diplômée en 2003. J'ai ouvert mon premier cabinet en 2005 parce qu'au départ, j'ai voulu chercher du travail, comme tout le monde, dans une institution, à l'hôpital. Et puis, finalement, j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est difficile de trouver un poste de psychologue. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je vais me lancer en libéral. Et donc, je me suis installée en 2005 et je me suis inscrite à ma formation à la FTCC en 2000. Je sais plus combien c'était. Peut-être dans les années 2010, au tout D'accord. début des années 2010. Donc, on va dire 5-6 ans après le début de ma pratique. Même si l'université de laquelle je suis ressortie, l'université de Bordeaux, était quand même assez axée TCC déjà. Donc, j'avais déjà un certain nombre de bagages sur mon orientation, sur l'orientation que j'allais choisir par la suite dans ma pratique. Voilà. C'est d'ailleurs parce qu'à Bordeaux, la fac était quand même assez d'orientation TCC que j'ai voulu après continuer dans cette voie-là. Et est-ce que tu as choisi Bordeaux parce que c'était orienté de TCC ou au départ tu savais pas du tout? Alors, j'ai choisi Bordeaux parce que j'habitais Bordeaux. Et du coup, voilà, c'était l'université. Alors aujourd'hui, je vis en région parisienne, mais c'est vrai que c'était voilà, l'université la plus proche. J'ai habité en région bordelaise pendant longtemps et donc j'ai fait mes études à Bordeaux parce que j'y habitais. Ok. Et du coup, cette formation que tu as fait 5-6 années après ton ouverture, tu l'as fait parce que tu sentais qu'il te manquait peut-être des outils? Alors,
en partie, oui, parce que j'avais vu déjà plein de choses à la fac, mais qui me semblaient pas être assez complètes. Donc, j'avais envie de compléter un petit peu toutes mes connaissances. Et puis surtout, j'avais à cœur de pouvoir avoir un diplôme qui peut attester de ma formation en TCC, parce que ça, c'est rassurant pour les patients aussi de se dire que je ne dis pas juste que je fais de la TCC, mais je suis diplômée de la FTCC, qui est quand même l'association la plus connue en France pour former au TCC. Il y a d'autres organismes, hein, mais la FTCC est quand même un des organismes très connus et dans le bon sens. Et donc, c'était important aussi pour moi d'apporter des garanties à mes patients et de pouvoir leur dire, voilà, je ne connais pas juste les TCC parce que j'ai lu 3 bouquins, je me suis formée à ça pendant 3 ans. Et donc, voilà, je vais vous apporter du coup une prise en charge qualitative. Oui, je comprends. Donc, à la fois, c'était pour moi, pour étoffer mes connaissances, ma pratique, m'enrichir. Et à la fois, c'était pour les patients comme un gage de sérieux, en fait. Ok, je comprends, très bien. Et alors, dis-nous peut-être, quelle est la chose la plus passionnante de ton métier ? Alors, la chose la plus passionnante pour moi dans ce métier, c'est cette plongée parfois abyssale dans l'âme humaine, dans les émotions humaines, où on découvre, pour moi c'est ça le plus intéressant, le plus passionnant, j'ai vraiment une démarche intellectuelle dans mon travail. C'était pareil dans mes études. Pour moi, c'est très important de pouvoir comprendre pourquoi, encore une fois, les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et de pouvoir plonger chaque jour avec chaque patient dans une traversée un peu des vagues, du tsunami qui peut parfois les traverser, etc. Et ben pour moi, c'est hyper important, voilà, parce que ça amène la matière. C'est passionnant de comprendre, de trouver parfois les origines, mais parfois pas, juste parfois d'aider le patient, de voir ce qui lui permet d'aller mieux. Bref, de comprendre en tout cas ce qui a pu faire qu'à un moment donné, la personne a pu mettre en place les mauvais fonctionnements pour elle, ou ce qui a pu faire dans son histoire, en tout cas, que ça lui a porté préjudice ou que ça l'a fait souffrir. Voilà, la compréhension. Pour moi, c'est ça qui est passionnant, c'est de comprendre, de poser des mots. Je suis quelqu'un de très anxieux et pour moi, la compréhension est quelque chose d'important dans la vie en général parce que la compréhension permet peut-être justement d'être moins anxieux. Et dans ma pratique, eh ben, voilà, la compréhension de pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent comme ils pensent, pourquoi ils ont pu commettre telle ou telle chose à tel ou tel moment, eh ben, pour moi, c'est quelque chose de très passionnant parce que c'est jamais les mêmes explications pour un individu et pour un autre. Donc, chaque cas est particulier. Il n'y a pas d'universalité. Et c'est ça qui est enrichissant et passionnant. Tout à fait, ouais, je te comprends. Et là, tu me vois venir, du coup, la chose la plus difficile peut-être de ton métier ? Alors, la chose la plus difficile, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée en épuisement professionnel au bout de ces 15 années de pratique, c'est la confrontation incessante à la souffrance et à la négativité, en fait. Même si on sait très bien, en s'engageant dans ce métier, que c'est ce qu'on va faire chaque jour, qu'on va plutôt entendre des choses négatives que positives, même si on entend aussi des progrès, des réussites, des satisfactions, des mariages, des naissances. Mais on va être confronté quand même chaque jour, à chaque heure de la journée, à chaque minute de la journée dans ce travail, à l'écoute de la souffrance de l'autre, parfois à l'écoute des traumas qui peuvent aussi avoir un impact forcément sur nous au niveau émotionnel. Et ça, cette fatigue émotionnelle, cette charge émotionnelle négative à laquelle on est confronté chaque jour est vraiment la chose la plus difficile, je trouve, dans ce métier. C'est pas tant l'écoute juste. L'écoute peut être quelque chose de difficile, même si... parce que parfois on est fatigué, parce que parfois on peut être déconcentré. Bon, bref, l'écoute active, c'est pas forcément quelque chose de simple. Mais vraiment, c'est pas tant l'écoute qui est difficile, c'est la charge émotionnelle que l'écoute génère. Voilà, la charge émotionnelle avec laquelle on ressort le soir, même si on a l'impression de couper, et que souvent on arrive à couper, moi j'arrivais tout à fait à couper, à passer à autre chose, mais malgré tout ça laisse des traces comme des empreintes, comme un peintre qui déposerait une couleur sur une toile, et cette couleur elle reste, voilà. Et même si on a beau essayer de remettre de la couleur par-dessus, ou remettre d'autres couleurs, ou rajouter d'autres formes au tableau, il y a une trace de quelque chose. Et ces traces, quand elles s'ajoutent au bout de 15 ans les unes aux autres, ça finit par épuiser. Moi c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en tout cas dans ce métier. Je comprends, et donc c'est comme si cet abîme qui est aussi cette passion pouvait aussi être la difficulté de ce métier. Ah oui, tout à fait. C'est à la fois ce qui est passionnant, je trouve, et c'est aussi, c'est très ambivalent parce que c'est aussi tout ce qui en fait la difficulté et parfois la pénibilité, même si c'est pas, j'ai jamais trouvé pénible d'écouter des patients, mais c'est ce qui, à terme, en tout cas, au bout d'un certain temps, bien évidemment, moi ça m'a jamais fait ça les premières années de pratique, j'ai commencé à m'épuiser au bout de 12 ou 13 ans. Mais avant, j'étais comme beaucoup de jeunes collègues que je peux voir sur les réseaux sociaux ou autres.
dynamique, en pleine forme. Et allez, je prenais 10 rendez-vous par jour, etc. Et ça me posait aucun problème. C'est à la longue qu'on se fatigue dans ce travail. Donc, c'est l'endurance. Il faut savoir se préserver. Hein. C'est l'endurance qui est difficile et dans ce métier. C'est pas juste le fait d'être confronté à la souffrance une fois ou deux. C'est le fait d'y être confronté plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. C'est ça qui est compliqué. Ok, donc c'est que tu expliques du coup cet épuisement par rapport à la durée de ta pratique. Oui, tout à fait. C'est pas par rapport à des cas qui ont été plus difficiles ou... Alors, il y a eu des déclencheurs. Il y a eu des déclencheurs parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y a des cas plus difficiles. Moi, il y a 2 ans à peu près maintenant, c'était peut-être 1 an et demi, je ne sais plus exactement, j'ai une patiente qui s'est suicidée. Et D'accord. donc, bon, en moyenne, on dit que dans la carrière d'un psy, on aura 1 ou 2 patients en moyenne dans notre carrière qui se suicideront. Et on a beau le savoir, hein, je ne vais pas dire s'y préparer parce qu'on s'y prépare jamais. Quand ça arrive, c'est extrêmement difficile, c'est violent. Souvent, c'est des patients qu'on a suivis, qu'on a pu apprécier. Moi, j'appréciais tous mes patients avec qui on avait une intimité. Et des patients pour lesquels on peut se dire, mince, mais est-ce que j'ai ma part? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Donc, il y a toute une culpabilité qui vient, même si, effectivement, on n'est pas responsable de tout. Ouais. Mais voilà, ça a été un événement déclencheur il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a aussi participé grandement à mon usure et à mon épuisement. Voilà, c'est quelque chose dont je me suis jamais vraiment remise, parce que j'aimais beaucoup cette patiente qui avait 39 ans, donc une jeune patiente, et qui m'avait serré dans les bras juste à sa dernière séance en me disant que je lui apportais énormément. Et après coup, quand je me refais le film de cette scène où elle m'a pris dans les bras, un patient prend rarement sa psy dans les bras, hein, je me dis peut-être que là, j'aurais dû voir quelque chose que j'ai pas vu. Elle m'avait jamais prise dans les bras avant, évidemment. Et voilà, ça c'est difficile. Donc tu disais un fond de culpabilité. Oui. Quand même. Oui, face au suicide, que ce soit d'un patient ou pas d'un patient d'ailleurs, mais face au suicide en général dans la vie, il y a vraiment ce sentiment qui est toujours associé, qui est la culpabilité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire, pas faire, dire, pas dire, qu'est-ce qu'on a vu, pas vu, si j'avais fait autre chose, est-ce que l'issue aurait été différente? Et il y a toujours cette culpabilité de se dire, tiens, quelle est ma part dans le suicide de cette personne? Et du coup, ça, c'est difficile à porter. Mais le plus difficile, c'est surtout de se dire qu'on n'a peut-être pas, su aider. En tant que psy, on n'est pas sauveur, mais on a toujours cette envie d'aider au maximum les gens et de les faire aller mieux. Et puis là, ça représente entre guillemets un échec cuisant. Donc, c'est important de se remettre en question et de se dire, voilà, même s'il n'y a pas que nous, il y a plein d'autres choses qui participent. Mais c'est vrai que c'est douloureux, c'est difficile. Je comprends. Après, comme tu dis, on est là pour aider et pas pour sauver. Et puis, chacun a aussi sa responsabilité de sa vie. Tout à fait. Et peut-être qu'elle souhaitait pas forcément être aidée, ou en tout cas, voilà, c'était son choix, quoi. Mais je comprends. Oui, en tout cas, oui, en tout cas, cette patiente, effectivement, elle refusait un traitement, elle refusait une hospitalisation. Alors, c'est dans ces cas-là qu'on se dit, mais est-ce que j'aurais pas dû, alors en tant que, je suis pas médecin, hein, les psychiatres ont plus de poids là-dessus, mais est-ce que j'aurais pas dû la faire hospitaliser? Est-ce que elle voulait pas voir de psychiatre? Donc, en fait, elle était assez résistante. Elle venait en consultation, mais elle était assez résistante au changement malgré tout. Et effectivement, je crois pas qu'on puisse sauver les gens. On peut les aider à cheminer, on peut les soutenir, mais on peut sauver personne. Je crois qu'il faut être humble dans notre métier et rester à sa place et se dire qu'on n'a pas de baguette magique et qu'on sauvera jamais personne. On peut juste aider, on reste des humains et pas des magiciens. Ouais, tout à fait. Ouais, je te rejoins totalement. Et tu disais justement au tout début de ce podcast que tu étais maman donc d'un garçon, belle maman aussi. Comment tu rentres chez toi avec tout ce que tu as entendu, donc ces aspects un peu négatifs? Comment tu rentres chez toi? Comment tu coupes? Comment tu fais pour que cette tâche sur ce tableau t'accompagne pas trop dans ta vie personnelle? Alors, c'est différent depuis que je travaille uniquement sous la forme d'ateliers en ligne, puisque je suis plus confrontée à des patients face à face au cabinet toute la journée. Et donc ça, j'avoue que ça me stresse beaucoup moins. En revanche, durant 15 ans, j'ai exercé. Mon fils va avoir 11 ans, donc pendant 11 ans, j'ai exercé en tant que psy et je rentrais à la maison le soir. Et c'est vrai que c'est très important de couper. Alors,
À certains moments, j'y arrivais très bien. À d'autres moments, je revenais avec une fatigue psychique, émotionnelle, une irritabilité parfois, une nervosité qui pouvait se ressentir au sein de la famille. Depuis septembre, je vis en famille recomposée, donc avec mon conjoint et ses 2 enfants. Donc il y a 3 enfants à la maison plus mon conjoint. Et j'avoue que ça a été très difficile de revenir. Moi, j'ai arrêté mon travail fin novembre. Donc de septembre à fin novembre, j'étais en épuisement professionnel total. Et revenir à la maison en sachant qu'on commençait une vie de famille recomposée, je n'y étais pas habituée. Évidemment, avec 3 enfants, je n'étais pas habituée non plus à avoir 3 enfants à la maison. Moi, j'avais un seul fils jusque-là. Ça a été très compliqué. Je me sentais extrêmement irritable, pas disponible pour les enfants. Alors bon, l'épuisement participait à tout ça, évidemment. Mais parfois, c'est pas facile, voilà, de rentrer à la maison, qu'on soit en famille recomposée ou pas, qu'on ait des enfants ou pas, ça peut être juste avec son conjoint, parfois sa conjointe, c'est pas toujours simple d'être disponible quand on a déjà écouté pendant 10 heures parfois la souffrance des autres, ou parfois même si c'est des bonnes nouvelles, quand on a été disponible 10 heures pour quelqu'un ou pour des gens au cabinet, parfois on l'est plus pour les personnes malheureusement, je dirais, parce qu'ils n'ont pas demandé ça, mais et ils méritent pas forcément ça, mais parfois j'étais plus disponible pour les écouter, pour jouer, faire un jeu de société ou pour rigoler. Parfois, on n'est plus disponible. Souvent, je n'étais même plus disponible pour les proches qui essaient de m'appeler au téléphone. C'est-à-dire quand ma sœur jumelle, pourtant de qui je suis très proche, ou ma mère, ou d'autres personnes pouvaient m'appeler, je ne décrochais pas le téléphone. Je n'avais plus l'énergie pour ça. Et donc, ça a forcément un impact au bout d'un moment sur nos relations aux autres, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc sur les relations, est-ce que dans ta carte du monde, enfin en tout cas, comment tu peux percevoir la vie de tous les jours, est-ce que les histoires de tes patients ont eu un impact aussi sur certaines de tes pensées, de tes croyances ? Oui, je crois que, j'allais dire malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais je pense que quand on est confronté à des personnes qui ont une manière de penser toute particulière, les personnes qui viennent en thérapie, elles peuvent venir avec des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, de la paranoïa, des problèmes d'infidélité, et forcément qu'à force d'entendre des discours négatifs, des réflexions, ou en tout cas une manière de penser qui peut être erronée, distordue, dysfonctionnelle, etc., et parfois par exemple des personnes qui ont subi des violences, ça peut être des viols, des agressions, eh bien, on peut finir par percevoir, ce qui a été mon cas, ce qui peut l'être encore sur un certain sujet dont je vais parler juste après, on peut finir par percevoir donc son environnement comme étant peut-être plus menaçant qu'il ne l'est vraiment, parce qu'on entend, enfin c'est biaisé, on n'entend que des discours négatifs sur j'ai été violée, ou là il m'est arrivé telle agression, ou là j'ai été renvoyée, ou là mon mari m'a trompée, et donc on a l'impression, puisque c'est le seul discours qu'on entend au cabinet, que c'est ça tout le temps, en fait. Ouais. Et donc, forcément, que notre façon de voir les choses, elle finit par être biaisée. On finit par avoir comme un voile un petit peu sur les yeux, un voile un peu teinté, qui finit par obscurcir un petit peu notre positivité ou notre optimisme, même s'il était naturel au départ. Moi, par exemple, il y a bien une situation sur laquelle j'ai pas totalement changé de point de vue, mais qui, à force d'entendre des patients en parler, m'a fait changer un peu de perspective. Et j'en suis un peu désolée d'ailleurs, c'est pas la faute de mes patients, mais je me désole un petit peu de penser comme ça maintenant. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu parler d'histoires d'infidélité que pour moi, un couple fidèle du début à la fin n'est plus concevable. C'est-à-dire que je vis avec l'idée que de toute façon, tôt ou tard, je serai trompée. Voilà. Parce que c'est le discours pendant 15 ans que j'ai entendu presque tous les jours. Des histoires, alors pas de la part de tous les patients, mais pendant 15 ans, presque tous les jours, j'entendais au moins une histoire d'infidélité. Et donc, quand vous entendez ça tous les jours, pendant 15 jours, ça finit forcément par planter des petites graines dans votre cerveau qui finissent par germer tôt ou tard, même si vous les arrosez pas. Et donc, forcément, mon point de vue sur la fidélité a changé. Pour moi, je serai forcément un jour ou l'autre trompée, ou je peux avoir un accident de voiture, ou avoir... Bon, alors, mon côté anxieux n'aide pas non plus par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'entendre des choses négatives toute la journée, ça finit forcément par biaiser notre manière de voir le monde et de l'appréhender. Malheureusement, je dirais. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, face à tout ça, quelles qualités pour toi sont les plus importantes pour être psychologue ? Alors, pour moi, il y a plusieurs qualités qui sont indispensables. Déjà, l'empathie. Même si l'empathie se travaille, c'est pas forcément quelque chose d'inné, mais ça se travaille. Mais je crois que c'est important d'être empathique, un minimum empathique quand même, enfin même voire très empathique. Ensuite, pour moi, un des points très importants, et ça collera avec ce que je viens juste de dire, c'est l'ouverture d'esprit, parce qu'on entend parler de plein de choses dans nos cabinets.
Et si on n'est pas un minimum ouvert d'esprit, si on entend parler de pratiques sadomasochistes, si on n'entend pas parler à un patient de pédophilie, ça ne veut pas dire qu'on doit être ouvert à ça et d'accord avec ça, mais il faut à un moment donné être ouvert pour entendre parler de choses qui existent, et même si on n'a pas forcément envie d'en entendre parler. Donc l'ouverture d'esprit, on peut voir des patients qui vont tenir des propos racistes. Parfois, ça va aller à l'encontre de nos valeurs, donc il faut être assez ouvert pour accueillir ces paroles-là qui peuvent être brutales, ça peut être compliqué. Pour moi aussi, une qualité essentielle, alors certains l'apercevront peut-être comme un défaut, mais moi je trouve qu'en tant que psy, c'est une qualité énorme. Alors moi je le suis beaucoup, et ça m'a beaucoup servi dans mon métier. Il faut être curieux. Il faut être curieux pour aller explorer, poser des questions que peut-être d'autres n'auraient pas osé poser. Voilà, je crois qu'il faut vraiment être très curieux parce que c'est quelque chose qui va aider à faire parler le patient. Et oui, aller chercher. Quand il est peut-être en difficulté. Oui, exactement. Et si on est trop réservé ou si on ne va pas chercher, le patient peut ne pas dire certaines choses qu'on lui aurait peut-être permis de dire si on lui avait facilité un peu la tâche en se montrant un peu plus curieux. Et puis, une autre qualité, alors ce n'est pas les seules, mais pour moi, c'est vraiment les plus importantes. Je l'ai cité tout à l'heure, mais je le redis, c'est l'humilité. Il faut savoir rester humble, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant, même si on a des outils, des techniques, même si on est là pour aider les gens, on n'est pas magicien, on n'est pas tout puissant. Et je crois qu'il faut savoir rester humble parfois face à un patient qui va mieux. C'est pas forcément juste par rapport à nous, il y a des choses peut-être dans son quotidien, le temps qui a passé, qui font qu'il va mieux. C'est pas juste dû à nous, forcément, ou au travail thérapeutique, même si c'est important aussi parfois de se remettre la couronne de laurier sur la tête, et de rendre à César ce qui appartient à César. Mais je crois qu'il faut rester humble aussi, parfois face à des patients qu'on n'a pas su aider, ou qu'on n'a pas su faire progresser comme on aurait voulu. On n'est pas des surhommes, on reste juste des humains, et c'est justement avec notre humanité qu'on travaille, et donc restons humbles dans ce métier, je crois que c'est important. Oui, je suis tout à fait d'accord, et puis aussi se dire que notre solution n'est pas forcément la bonne pour le patient. Et nos choix seront pas forcément les bons pour le patient, et que si il a une solution ou un choix qui pour nous nous semble pas du tout logique, normal ou quoi que ce soit, et ben c'est comme ça. Et c'est là aussi que l'humilité se retrouve. Oui, tout à fait. C'est vraiment d'être capable de rester à sa place et puis de se dire, tiens, peut-être le patient, c'est parfois lui qui va mieux savoir que moi pour lui. Exactement. Parce que c'est lui qui se connaît le mieux. Ouais. Voilà. Et je citerai une autre qualité aussi, je ne sais pas si on peut la mettre dans le registre des qualités ou si ce n'est pas plutôt une tendance dans le fonctionnement. Je crois qu'il faut quand même aussi, pour exercer en tant que psychologue, et ça, tout le monde n'en est pas capable, faire preuve d'abnégation. On passe des journées à ne pas être centré sur soi et à être centré sur l'autre. Donc, c'est pas le genre de métier où on va occuper le centre de l'attention. Ouais. Donc, je crois qu'il faut savoir aussi vraiment être capable de faire preuve d'abnégation, mais aussi de savoir la gérer. Et ça, c'est une autre qualité qui me vient en tête. Du coup, il faut savoir aussi gérer cette abnégation, parce que comme on se met déjà en retrait toute la journée au cabinet, il faut avoir cette capacité et ces ressources, une fois qu'on sort du cabinet, à s'occuper de soi, à se remettre un peu au centre, parce que sinon, c'est pas bon pour l'état de santé psychique d'être sans arrêt, en retrait, en ne s'occupant jamais de soi. Donc, il faut aussi faire preuve d'abnégation, mais aussi être capable, à côté de ça, en dehors du cabinet, de savoir s'accorder de la place, en fait. Et ça, c'est pas toujours facile. Ouais, exactement. C'est peut-être ça le plus difficile, après. Oui, c'est difficile. Ouais. C'est difficile parce on a de gros schémas d'abnégation, nous les psychologues en général, et comme tout schéma, ils sont assez rigides et c'est dur de fonctionner en dehors de son cabinet. On a tendance à fonctionner en dehors comme on fonctionne au cabinet, donc c'est-à-dire souvent se mettre en retrait, à écouter les autres, à pas faire trop attention à soi, plus faire attention aux autres. Et c'est ça qui peut aussi amener à de l'épuisement professionnel à la longue. Oui. C'est que ne jamais s'occuper de soi, c'est pas bon. On est les premiers à le dire à nos patients et on est parfois les derniers à le faire nous-mêmes. Donc, totalement. Ça peut. Et cet épuisement, c'est ce que ça t'a permis de te rendre compte aussi ? Est-ce que ça m'a permis de me rendre compte de quoi, tu veux dire ? Justement, que tu te mettais peut-être pas assez au centre parfois, ou que tu prenais peut-être pas assez soin de toi ? Oui, d'ailleurs, c'est plutôt mon psy, parce qu'en tant que psy, on a des superviseurs ou un psy à côté. Moi, j'ai un psy. Et c'est mon psy qui m'a dit, mais Emmanuelle, remettez-vous à l'écriture. Vous êtes épuisée, là. Prenez du temps pour vous, de qualité, en dehors de vos séances. Allez faire du sport, etc. Mais il m'a surtout dit, parce qu'il savait qu'un temps, j'écrivais beaucoup et que je n'avais même plus le temps d'écrire, il m'a dit, remettez-vous à l'écriture. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, j'avais laissé tomber ce qui était important pour moi, ce qui pouvait me faire du bien. Et donc, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu reprendre
ma plume et me consacrer du temps à moi, à faire des choses qui me font du bien, notamment l'écriture. Alors justement, on va y revenir. Juste avant, tu parlais du coup que tu étais accompagnée par un psychologue ou peut-être parfois par un superviseur. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est la supervision? Qu'est-ce que ça a peut-être pu t'apporter? Et justement, un peu la question fil rouge. As-tu déjà été suivie par un psychologue? Dont la réponse est oui, mais du coup, explique-nous. Alors, c'est pas un superviseur. J'ai été suivie par un superviseur au début de ma pratique, au début notamment de ma pratique des TCC. Une fois que j'ai été diplômée, c'est important. Une fois qu'on s'installe, qu'on met en place. Voilà, moi j'étais diplômée de la FTCC et il me semblait important d'être supervisée par un superviseur de la FTCC. Une supervision, c'est quoi? C'est une séance où on va comme chez le psychologue. Souvent, ce sont des psychologues. D'ailleurs, ça peut être des psychiatres aussi, qui vont nous superviser dans notre pratique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir leur parler des cas de patients avec qui on se sent en difficulté, ou des patients avec lesquels on n'arrive pas à avancer, ou avec lesquels on ne sait pas quoi faire, ou des cas de patients qui nous renvoient des choses peut-être trop compliquées, ou qui nous bloquent, qui nous inhibent, et le superviseur, qui est quelqu'un qui a plus d'expérience dans le domaine, souvent qui est plus âgé, qui est déjà installé depuis un certain temps, ou qui pratique la thérapie pour lequel... qu'on pratique nous aussi, moi c'était le cas en TCC, il va pouvoir nous dire, tiens, là tu peux faire ci, ou là tu peux faire ça, ou là peut-être si vous ressentez ça, il faudrait peut-être plutôt dire ça à votre patient, ou peut-être le renvoyer vers quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un psy plus expérimenté qui va pouvoir nous guider dans notre pratique, surtout quand on débute. C'est pour ça que moi j'ai eu une supervision au début dans ma pratique, mais que sur la fin de ma pratique, j'en avais plus. En revanche, j'avais un suivi avec un psy, et ça c'est le cas depuis mon adolescence. J'ai pas eu toujours le même psy, hein, évidemment, comme j'ai 42 ans. Mais en tous les cas, oui, je suis suivie par un psy. Et ça, c'est, je crois, indépendamment d'une supervision, quelque chose de très important, je trouve, pour pouvoir justement... On parlait tout à l'heure de cette abnégation dont on doit faire preuve quand on est psy. Et je crois qu'aller chez le psy, c'est un petit temps luxueux, mais qui n'est pas du luxe, qu'on s'accorde à soi, pour soi, où on se remet au centre, où on se dit, tiens, là, c'est moi, et que moi, qui vais parler de moi et de mes émotions. Et je crois que c'est important et que ce n'est pas du luxe de le faire. Et puis parce que surtout, supervision ou pas, aller voir un psy, c'est aussi décharger ses épaules des poids parfois trop lourds qu'on peut avoir. Et comme les patients nous en rajoutent, parce que c'est le rôle du patient et que c'est notre rôle à nous de prendre en charge aussi ces souffrances-là, comme ça nous rajoute des poids sur les épaules, une charge intense, aller voir le psy pour décharger ses épaules et avoir les reins plus solides, c'est important, il me semble. Je comprends. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est mieux. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi aussi, effectivement. Et comment tu as choisi ton psy ou tes psys? Alors, en supervision, le psy que j'ai choisi, c'était un de mes profs à la FTCC, sur lequel j'avais vraiment flashé intellectuellement, je veux dire, et en termes de pratique, parce que je l'admirais. C'était vraiment quelqu'un de très compétent, que je reconnaissais pour sa valeur et son sérieux, et j'aimais comment il pratiquait, comment il enseignait. Donc, je l'ai choisi comme ça. D'accord. Et mon psy, il m'a été conseillé par un psy précédent que je voyais et qui m'a dit allez le voir lui parce que pour parler de ci ou ça, lui, il sera vraiment plus à même encore que moi de vous aider. Et du coup, c'est le bouche à oreille en fait qui m'a fait atterrir chez le psy que je vois maintenant depuis, je sais pas, plus de 5 ans, je crois, et avec qui, et avant il y en a eu un autre, et puis avant encore un autre. Voilà. Et donc c'est par le bouche à oreille que j'ai fini par tomber sur ce psy. C'est un homme. Je crois que le choix du sexe du psy est très important. C'est pas une question que tu m'as posée, mais j'ai à cœur de le rappeler. On choisit jamais par hasard si on va avoir un homme ou une femme. Et en tout cas, moi, j'avais besoin de régler certaines choses. Donc, aller voir un homme, ça me convenait plutôt bien. Ok. Donc, on va du coup parler de l'autre sujet, l'écriture. Donc, tu disais que c'était une passion pour toi depuis longtemps et que tu t'étais remis à l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors l'écriture, ça a toujours été pour moi, depuis que je suis toute petite, un moyen d'exister, de trouver ma place et d'affirmer des émotions que je n'ai jamais su exprimer avec des mots. Autant moi, je sais faire parler les gens parce que c'est mon travail, autant moi, j'ai beaucoup de mal à parler de moi, de mes émotions. Et donc l'écriture, dès mon plus jeune âge, après le décès de mon papa très tôt, a été un moyen de pouvoir mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir, mais que j'étais incapable de formuler oralement. Donc, les mots parlés, c'était pas mon truc. Les mots écrits, c'était mon truc. Donc, déjà, depuis le plus jeune âge, depuis mes 5-6 ans, depuis que j'étais en âge d'écrire, peu importe la forme, avec les fautes ou autres, mais j'écrivais, je sais pas quel a été l'âge auquel j'ai écrit mon premier poème, mais je me rappelle, ça a toujours été des poèmes.
Et donc, oui, j'écrivais des poèmes pour ma mère, j'écrivais des poèmes tout court, j'écrivais, voilà. Et ça m'a sauvée, je crois, de pouvoir mettre sur du papier, de coucher sur du papier ce que j'étais incapable de formuler, de dire à quelqu'un, pas même à ma sœur jumelle, dont j'étais pourtant très proche. Et du coup, pendant mon adolescence, qui était une adolescence très perturbée, parce que j'étais très mal, je souffrais de troubles alimentaires et autres, l'écriture a aussi été un moyen de survie. J'étais dans une forme d'extériorisation d'une souffrance que j'arrivais pas à dire, qui se disait dans le trouble alimentaire, mais qui se disait pas avec les mots. Donc les mots écrits, encore une fois, m'ont sauvée. Et puis après, j'ai eu moins le temps quand on devient maman, quand on travaille au cabinet, etc. On a moins le temps. Et c'est pour ça que mon psy m'avait dit, mais Emmanuelle, reprenez la plume, reprenez-la. Et d'où le fait qu'en pleine période d'épuisement professionnel, j'ai repris la plume pour refaire surface, en évacuant toute la charge émotionnelle que j'accumulais au cabinet, les souffrances de mes patients que j'ai pu, d'une manière assez cathartique en écrivant, exorciser sous la forme de poèmes qui ont été du coup publiés dans un premier recueil, dans un premier livre. Voilà. Dans ton livre Upsilon. C'est ça, Upsilon, qui est sorti aux éditions des Lacs et qui est un recueil de 100 poèmes sur différents troubles psy, différentes souffrances psychiques, différents comportements humains aussi. Parce que moi, ça a toujours été ma quête de sens, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, Perrine. J'avais à cœur de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Et dans ce recueil, sous forme de poésie, parce que je trouve que la poésie amène une douceur face à la souffrance psychique qui peut être dure, je trouvais que c'était bien de contrebalancer cette dureté de la souffrance psychique parfois à la douceur de la poésie. Et donc, voilà, j'ai écrit 100 poèmes qui traitent de 100 problématiques ou de 100 sujets portant sur la psychologie et qui m'ont permis, en pleine période d'épuisement, de pouvoir trouver mon salut un peu et de pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, je dirais pas merci à mon épuisement de m'avoir permis d'écrire ce livre, mais en tout cas, c'est parce que j'ai été en épuisement et que mon psy m'a encouragée à réécrire qu'Upsilon est né. Et pour l'avoir lu, déjà, c'est un superbe livre. Et puis, on retrouve, Merci. en fait... non, vraiment, je le pense vraiment. Et on retrouve, en fait, dans tes écrits, dans tes poèmes, parfois de l'humour. Oui. Il y en a certains, ils m'ont fait beaucoup rire. Des fois, la douceur, de la tendresse. Et puis aussi, parfois... peut-être parce qu'on se reconnaît dans certains poèmes, ouais, une petite émotion, un truc touchant. Et est-ce que du coup, les sujets sur lesquels tu écris dans ton livre, est-ce que c'est des choses que tu as pu voir au cabinet ? Est-ce que ça vient de tes patients ? Est-ce que ça vient de toi ? Il y a les deux. Alors en fait, juste avant de répondre à ta question, je rebondis sur une chose que tu viens juste de dire et qui me semble tellement importante. Tu parles de l'humour. Effectivement, dans certains de mes poèmes, il y a de l'humour. Ouais. Et pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, ça fait partie, je crois, des qualités qui sont importantes à avoir. Alors, on l'a ou on l'a pas, mais je crois que ça fait partie des qualités qui sont importantes à avoir en consultation. On entend tellement de choses difficiles et lourdes que mettre de l'humour, ça apporte de la légèreté, les messages passent souvent mieux, ça dédramatise, c'est important, voilà, d'avoir de l'humour. Et dans mes poèmes, il me semblait inconcevable de ne pas mettre une touche d'humour de temps à autre pour apporter justement cette forme de légèreté qu'on a assez peu souvent dans ce qu'on entend de nos patients. Et donc apporter ça peut finir par les faire sourire eux-mêmes, ça peut finir par les faire dédramatiser ce qu'ils venaient de dire. Alors il faut le faire avec parcimonie et toujours par petites touches bien pensées, pas à n'importe quel moment. Mais l'humour c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément en séance. Et donc effectivement, pour répondre à la question que tu viens de me poser, les poèmes que j'ai écrits concernent à la fois ce que j'ai pu entendre sans jamais citer de patients et sans jamais citer d'histoire personnelle. Ça va être des poèmes très vagues, on va dire, sur la dépression, le suicide, l'inceste, etc. Mais sans vraiment, ou l'amour, la grossesse, la tromperie, l'infidélité, mais sans jamais citer un patient en particulier. Je raconte des histoires, mais qui sont issues de celles que j'ai entendues en séance ou qui parfois me concernent moi personnellement. Donc il y a des poèmes qui portent clairement sur mon histoire à moi, puis d'autres qui vont porter sur des histoires que j'ai entendues et que j'ai mises en mots sans qu'on puisse à aucun moment se dire tiens, parce qu'en fait c'est tellement universel ce dont je parle que tout le monde peut s'y reconnaître. Dans les 100 poèmes, on va forcément se reconnaître dans 1 ou 2 ou 3 ou 10. Oui, je confirme. Voilà, ça concerne tout le monde. D'où peut-être le côté touchant dont tu parlais, Perrine, juste avant. Il y en a certains qui ont pu te toucher parce que peut-être tu t'es senti concernée dans l'un ou l'autre, parce que je crois que sur 100 poèmes, on se retrouve forcément moins dans l'un ou l'autre. Oui, bien sûr. Et donc tu disais qu'il y avait des écrits, c'était aussi ton histoire. Est-ce que de les publier, ça t'a permis peut-être de guérir quelque chose ? Alors, c'est surtout de les écrire, au-delà d'être publiés, en fait.
parce qu'en fait, ça n'aurait pas été publié, que ça m'aurait quand même apporté. Donc en fait, c'est le fait d'avoir pu poser des mots, même si c'était resté pour moi dans mon journal intime, dans ma table de nuit, ça m'aurait déjà apporté en fait un côté réparateur. C'est-à-dire en gros, en posant des mots, je reprends un peu le contrôle sur ce qui m'est arrivé. J'arrive à l'exprimer alors que je ne sais pas l'exprimer autrement d'habitude, si ce n'est voilà, par telle ou telle forme d'addiction à l'adolescence, alimentaire ou autre, de TOC ou d'anxiété généralisée. Bon. Et là, écrire des mots, qu'ils soient publiés ou pas, ça permet, c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup peut-être de tes auditeurs qui vont nous écouter à prendre leur plume parfois quand ça ne va pas, parce que l'écrit a vraiment de réelles vertus, Oui. qu'on soit publié ou pas. Alors être publié, c'est encore plus honorable parce qu'on est touché d'être lu et que les gens nous disent je sais pas, qu'ils aiment nos poèmes ou ce qu'on a écrit ou qu'ils se sentent un petit peu concernés par ce qu'on a écrit ou que ça peut faire écho. Donc tout ça, c'est toujours très plaisant. Mais au-delà d'être publié, l'écrit a vraiment des vertus insoupçonnées auxquelles on pense pas toujours. Parce que ça permet vraiment de mettre à distance, en couchant sur du papier, des choses qui sont impalpables à l'intérieur de nous. Puis là, elles vont avoir un support, c'est-à-dire la feuille. Et ce support, il va catalyser toutes nos angoisses, toutes nos peurs ou toutes nos histoires. Et du coup, ça permet de les voir avec un œil plus extérieur, puisqu'elles sont mises à distance. Et donc, ça a vraiment cette vertu-là. Et moi, j'encourage tous tes auditeurs, quand ça ne va pas, qu'ils soient anxieux, déprimés, stressés ou autres, à prendre leur plume, qu'ils écrivent bien ou pas, on s'en fiche en fait, mais juste de poser des mots sur ce qu'ils ressentent, c'est déjà beaucoup. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi un peu la genèse du nom de ce podcast, de mots de psy, la puissance des mots, oui. Les mots qu'on se dit et les mots, tu le verras au cours des différents épisodes, mais les mots qu'on se dit, les mots qu'on écrit, comment on se parle, comment on parle aux autres. Et effectivement, certaines pratiques, certains exercices seront autour de l'écriture. Car je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on écrit, il y a une puissance. Il y a autre chose qui se joue à ce moment-là. Tu écris, toi d'ailleurs, Perrine, il me semble, si je ne spoil pas. Oui, donc tu sais ce que je veux dire quand je dis ça. Ouais, j'écris un peu. J'ai un petit peu en fait le même parcours que toi. Dans l'adolescence, le fait de pouvoir exprimer en fait certaines choses qu'on n'osait pas dire ou qui étaient difficilement exprimables. Quelque chose que j'ai un peu lâché ensuite. Et de temps en temps, pour moi, quand il y a un surplus d'émotions, j'écris. Ouais. Oui, ça permet vraiment d'évacuer autrement qu'en allant courir. On n'est pas tous faits pour aller courir, on n'est pas tous faits pour faire de la relaxation, on n'est pas tous faits pour chanter, danser et autres. Parfois, l'écrit, vraiment, c'est un moyen en plus accessible à tout le monde. Hein. Il suffit d'une feuille de papier, d'un stylo. C'est ça. On peut le faire n'importe où, n'importe quand. Aller courir, on peut pas le faire n'importe où, n'importe quand. Écrire, ça peut se faire à l'heure de la journée, de la nuit. Voilà, même si on n'a pas d'ordinateur, on peut prendre un crayon à papier et une feuille de stylo. Ça ne coûte rien, si ce n'est la difficulté peut-être que c'est de sortir les mots appropriés pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Mais voilà, c'est un moyen accessible à tous. Et encore une fois, on s'en fiche un peu, que ce soit bien écrit, mal écrit, qu'il y ait des fautes d'orthographe, que ce soit bien tourné, mal tourné. Le tout, c'est vraiment de poser le mot juste sur l'émotion qu'on voulait exprimer. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Tout à fait. Ça me fait penser aussi, j'ai l'impression, tu me diras si tu es d'accord, que les psychologues, en tout cas ceux que j'ai pu rencontrer, ont tous, et pour le coup, là, vraiment tous, en tout cas dans ma sphère, une sensibilité artistique, que ça soit l'écriture, la peinture, la sculpture, la musique, enfin peu importe, une certaine sensibilité. Est-ce que tu trouves que c'est un point commun de tous les psychologues ou pas forcément ? Alors écoute, c'est parce que tu me le dis que peut-être j'y réfléchis. Tu vois, je ne m'étais jamais fait la remarque, mais jamais, que les psychologues avaient ça en commun. Tu vois, ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. J'ai jamais pensé à ça ou réfléchi à ça ou analysé les choses sous cet angle-là. Et en même temps, quand tu le dis, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que je crois vraiment qu'on a besoin, après avoir entendu des choses difficiles toute la journée, de trouver un moyen d'expression peut-être autre que la parole. Hein. On parle toute la journée, nous aussi on écoute, mais on parle aussi beaucoup. Hein. Moi des fois, je me rappelle en sortant de certaines journées de travail, j'avais même plus envie de parler, j'avais déjà trop parlé. Aller le week-end, être invité chez des amis ou autre, on n'a plus envie de parler, même si on apprécie les gens. Et donc trouver, tu vois, ça prend son sens quand tu me poses cette question, parce que je me dis, oui, on a sans doute, par des moyens artistiques, peu importe lesquels, que ce soit l'écriture, la danse pour certains, la peinture, moi je peins aussi, on a sans doute besoin de trouver des moyens
autres que ceux de la parole parlée, pour s'exprimer et évacuer ce qu'on entend peut-être. Et ça témoigne peut-être aussi d'une sensibilité particulière qu'on a en tant que psy. Je crois qu'on est tous des êtres hypersensibles ou très sensibles en tous les cas, et que cette sensibilité, peut-être qu'effectivement, elle se manifeste par le biais d'un domaine artistique. Peut-être qu'on est plus sensible à ça aussi. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est cette impression. Et tu parlais tout à l'heure donc peut-être des difficultés que tu as pu rencontrer quand tu étais adolescente. Est-ce que ce métier aussi, tu l'aurais choisi pour comprendre ce qui se passait dans ta tête à ces moments-là? Ah, clairement, oui, parce que en fait, j'avais commencé, moi, par faire une fac de sport. Moi, j'ai toujours été très sportive. J'étais en sport-études de gymnastique. Mhm. Et pour moi, c'était logique. Je m'étais jamais posé la question de ce que je voulais faire après. Pour moi, c'était logique que je voulais faire prof de sport, enfin, entraîneur de gym, précisément. Et donc, j'ai commencé la fac de sport. Mais à cette époque-là, j'étais en plein trouble alimentaire gravissime. Donc, j'étais sur le versant anorexique à ce moment-là, avant de basculer vers de la boulimie. Et j'étais tellement squelettique que je n'arrivais plus à suivre les cours de sport. J'ai failli me noyer dans la piscine à la fac de Bordeaux. Bon, bref, j'en ai très mauvais souvenirs. Et du coup, j'ai arrêté mes études. Déjà, ça me plaisait pas, la fac de sport. Moi, c'est la gym qui me plaisait, mais la fac de sport, à faire du rugby, du foot, de la danse. Si, la danse, j'adorais. Mais de la piscine ou autre, bon, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai arrêté parce que j'étais pas en état de continuer du fait de mon trouble alimentaire. Et j'ai dû réfléchir pour la première fois à ce que je voulais faire de ma vie. Je n'avais jamais réfléchi avant. Pour moi, le chemin était tout tracé. C'était tu vas être entraîneur de gym et puis c'est comme ça, c'est normal. Donc, j'ai réfléchi. Comme j'allais très mal à cette période-là de ma vie, je me suis dit, mais comme tu ne sais pas quoi faire, c'est pas une vocation pour moi d'avoir été psychologue. C'en est peut-être devenu une après. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, mais c'était pas une vocation. Je me suis dit, tiens, mais tu vas pas bien, tu vas peut-être essayer de comprendre pourquoi tu as peur de manger, de grossir, pourquoi tu te vois obèse dans la glace alors que tu es squelettique, etc. Et donc, c'est la période à laquelle je me suis effectivement inscrite en première année de psycho, une période où j'étais complètement dans l'anorexie. Et donc, effectivement, ça a été une manière aussi de me comprendre moi, au-delà de comprendre le fonctionnement des autres. Et ça m'a apporté des bribes de compréhension. On ne comprend pas toujours tout, parce qu'on est jeune à cet âge-là quand on fait nos études en général. Mais en tout cas, ça m'a permis effectivement de comprendre un certain nombre de choses sur mon fonctionnement. Et ça m'a apporté, du coup. Comprends. Et justement, ta pratique du sport, est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique de ton métier? Clairement. Ouais. Clairement. Ça m'a apporté, je dirais là spontanément, deux choses. Ça m'a apporté la rigueur. En TCC, il faut être assez rigoureux quand même. Enfin, peut-être dans d'autres approches thérapeutiques, c'est moins le cas, je ne sais pas. En TCC, il faut être rigoureux dans le protocole, dans la mise en place du protocole. Et quand on est en sport-études, que ce soit de gym ou d'un autre sport, la rigueur, le sérieux, l'investissement dans ce qu'on fait, le travail, ce sont des choses très importantes. Et tout ça, le sport-études, le sport à un certain niveau, me l'a apporté et j'ai pu transposer ça dans ma pratique. Ça m'a apporté aussi une autre chose dont je parlais tout à l'heure, qui est l'humilité. C'est très important de rester humble parce qu'on sait très bien que dans une compétition de gym, même si on a travaillé des heures et des heures et des heures et qu'on y arrivait parfaitement à l'entraînement ou à la compétition d'avant, il suffit d'une chute ou il suffit d'une meilleure performance d'une autre gymnaste pour ne pas être première, pour être à la deuxième place, voire pour tomber, chuter et rater quelque chose. Donc c'est important de rester humble et ça, le sport à haut niveau, je trouve que ça permet ça. Et puis j'allais dire une autre chose, ça permet aussi, parce que dans le sport, quel qu'il soit, mais peut-être à un certain niveau de pratique, ça m'a aussi permis de comprendre que autant on pouvait attendre beaucoup de soi et parfois repousser nos limites pour obtenir un certain niveau de résultat, autant en thérapie, c'est important justement à contresens de ne pas forcément avoir trop d'attentes vis-à-vis du patient, parce que sinon ça peut le stresser, etc. Ça, c'est important aussi de se dire, ok, est-ce que j'ai pu attendre de moi, de mon corps, ce que moi j'ai été capable de faire, pousser à l'extrême, je ne peux pas me permettre d'attendre ça d'un patient, déjà parce que lui, il n'est pas en sport-études de psychologie, et ensuite, il faut à tout prix que je sois un peu plus bienveillante, plus respectueuse de ses limites, contrairement à ces limites que moi j'ai tenté de repousser maintes fois dans le sport-études. Et ça apprend aussi, en tout cas moi, ça m'a permis d'apprendre ça, de respecter vraiment les limites de chacun, de me dire que parfois repousser ses limites, c'est pas toujours bon dans n'importe quel domaine, en tout cas. Dans le sport, à un certain niveau, oui, mais en matière de thérapie, non. Voilà. Et donc aussi de pouvoir, parce que dans un sport-études, enfin en tout cas dans une pratique en sport-études, on rencontre parfois des difficultés, des échecs.
Et ça remet aussi à sa place et ça permet aussi dans la prise en charge avec le patient de dire mais je sais ce que c'est moi un échec, j'ai déjà raté, j'ai déjà essayé plein de fois sans jamais réussir. Et ça permet aussi de se mettre un petit peu à hauteur du patient et de se dire ouais, je vous comprends en fait, parce que je sais que ça m'est déjà, même si on ne le dit pas comme ça, mais en tout cas d'être très empathique, parce qu'on sait que parfois on a beau essayer, s'entraîner, eh ben on n'y arrive pas forcément. Voilà. Et parfois c'est pas juste de la mauvaise volonté du patient, c'est que des fois on n'y arrive pas et qu'il faut plus de temps. Et donc ça permet d'être un peu plus tolérant aussi, je crois. Ça m'a apporté ça. Totalement. Et tout à l'heure, on parlait des difficultés peut-être que tu pouvais rencontrer après une longue journée quand tu rentrais chez toi. Mais est-ce que ta pratique de psychologue peut t'aider dans tes relations avec ton conjoint, les enfants, ton entourage en général ? Alors, j'ai juste envie, pour répondre à ta question, de rappeler en premier point qu'on reste des humains avant d'être des psychologues. C'est-à-dire que quand on rentre à la maison, eh ben, on est d'abord une maman, une épouse, une conjointe, une compagne. On est l'enfant de ses parents toujours, ou un frère ou une sœur, avant d'être un psy. Et que donc, oui, à certains moments, ça m'aide, notamment avec mon fils, par exemple, mais qu'avant toute chose, et ça peut m'aider avec mon conjoint, même si c'est à double tranchant, peut-être j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais c'est vrai que je reste avant tout un être humain, avec toutes avec tous mes défauts, mes défaillances, avec toutes mes imperfections, l'irritabilité dont je peux faire preuve parfois, ma nervosité, mon impulsivité. Je suis quelqu'un de très impulsif, je suis quelqu'un de très gentil aussi. Autant je peux être très patiente en séance, autant à la maison, et c'est là que on a beau être psy, c'est pas forcément parce qu'on a ces qualités-là en tant que psy qu'on les ramène à la maison. Moi, je suis très patiente en séance. Par contre, à la maison, je ne suis pas patiente du tout et je suis extrêmement impulsive. Donc, voilà. Donc, c'est là que je dis qu'on est des êtres humains avant d'être des psys. Et que parfois, oui, ça m'aide, moi, avec mon fils, parfois pour réagir à certaines situations, dans son éducation, dans sa compréhension, dans son écoute, etc. Ça va me servir, avec mon conjoint aussi parfois. Mais parfois, avec le conjoint, c'est double tranchant, parce que parfois, on peut, je sais pas toi, Perrine, mais parfois, on peut s'entendre dire, bon, arrête de faire ta psy, ou arrête de vouloir me parler comme si j'étais un de tes patients, et ça peut irriter l'autre. Alors qu'en fait, c'est pas forcément qu'on joue au psy avec son conjoint, c'est juste qu'on est comme ça, on a aussi ce bagage-là, on peut pas se dissocier complètement non plus. Et oui. Donc parfois ça m'aide, et puis parfois ça m'est reproché. Ma mère m'a déjà reproché, non pas ma mère, je crois pas, mais ma sœur, mon conjoint, des amis, je crois pas, ou pour rigoler, ont déjà dit arrête de faire ta psy. Mais en fait, je crois qu'on peut pas se départir complètement de tout ce qu'on est. Voilà. Quand on est psy, on est ce qu'on est. Et puis quand on est à la maison, on fait aussi avec le bagage qu'on a de connaissances. Donc c'est compliqué de faire la part des choses. Ouais, je te rejoins tout à fait. Et est-ce que du coup, par rapport à cette période, tu as vu un changement de tes patients, de leur état mental à cause du Covid ou des confinements ? Alors moi, j'étais encore en cabinet libéral au moment du premier confinement. J'étais encore en cabinet libéral au moment du deuxième confinement. Je me suis arrêtée fin novembre au cabinet. Donc, j'ai pu voir, oui. Alors, au troisième confinement, voilà, là, on y est et je ne suis plus en cabinet libéral, donc je ne peux pas dire, mais j'entends quand même le discours de certaines de mes collègues. Et effectivement, pour avoir été confrontée au premier confinement et au deuxième confinement, c'est clair que les gens allaient beaucoup moins bien et devenaient beaucoup plus anxieux, irritables, développaient des symptômes dépressifs. Bah oui, quand vous privez des gens de ce qui peut bien leur faire plaisir, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est ça qui se passe. On prive les gens, enfin on prive, le Covid, la crise sanitaire prive les gens de ce qui peut leur faire du bien. Pour certains, c'était d'aller faire du sport, en salle de sport. Pour d'autres, c'était d'aller au cinéma, d'avoir accès à la culture. Pour d'autres, c'était, je sais pas, d'aller faire du shopping ou autre, de voir des amis. Donc on prive on nous prive, je m'inclus aussi là-dedans, on nous prive de tout ce qui peut nous faire du bien, de toutes les activités plaisantes que l'on peut avoir. Et évidemment que ça va avoir un impact sur le moral des individus, des Français, enfin des gens en général. Et puis que ça va développer, parce que le discours est hyper anxiogène, chez des patients qui sont déjà au départ plutôt anxieux, ça va forcément aggraver leur anxiété. Et donc, effectivement, moi, au premier confinement et au deuxième, j'ai vu des gens revenir en consultation alors qu'ils avaient arrêté leur suivi, et m'ont contacté parce que ça allait de nouveau moins bien. J'ai vu des gens qui continuaient à venir, mais qui ont été aggravés dans leur symptomatologie. Donc, on avait vraiment des personnes, enfin, je dis on, mais toi aussi, sans doute, Perrine, dans ta pratique, et beaucoup d'autres psys, on voit vraiment que les gens vont beaucoup moins bien, en fait. Alors, moi, au premier confinement, en tout cas, j'ai vu aussi des gens aller bien mieux.
parce que, et il ne faut pas non plus négliger cette partie-là, parce qu'il y a une partie des gens donc, qui ont glissé vers une symptomatologie anxio-dépressive, et puis il y a toute une autre partie de gens qui étaient plutôt anxieux, avec une anxiété sociale par exemple prononcée, qui étaient hyper contents de plus avoir je sais pas, à aller au travail, être confronté à des gens, à plus à faire face à l'agressivité des gens dans les transports en commun, etc. Et donc pour une partie des gens, ça a été vraiment une opportunité de se recentrer sur eux, d'être au calme, d'investir leur maison, d'avoir du temps pour eux. Et il y a aussi donc eu toute une partie de la population qui a été mieux, en tout cas au premier confinement. Deuxième confinement, je pense que c'était déjà plus pénible. J'imagine que là, moi je ne suis plus en cabinet, donc je ne sais pas, mais j'imagine que pour entendre parler certaines de mes collègues, que là, au troisième confinement, c'est de pire en pire en fait. Ce qui a pu être vécu comme une parenthèse enchantée au premier confinement, je pense, devient vraiment très pénible là au bout du troisième confinement en fait. Ouais, c'est vrai. J'avais pas vu cet aspect. On parle toujours de l'aspect négatif sur la santé mentale, mais maintenant que tu le dis, effectivement, au premier confinement, Ah oui. ouais. Oui, je n'ai pas fait de statistiques, mais je pouvais dire que 50% des patients s'étaient dégradés au niveau de leur symptomatologie et 50% à peu près d'autres patients étaient améliorés au niveau de leur symptomatologie par rapport à ce fait. Donc, il y a eu vraiment au premier confinement, hein, j'entends bien, parce que je ne pense pas que ce soit vrai pour le deuxième et le troisième, parce que je pense que les gens commencent à s'épuiser, à fatiguer de tout ça et à plus voir le bout. Mais au premier confinement, c'était nouveau, c'était la première fois, on ne savait pas tout ce qui allait se passer derrière, que ça allait durer si longtemps. Et donc, pour certains, ça a véritablement été une parenthèse enchantée. Le fait de pouvoir reprendre des activités qu'ils avaient peut-être plus le temps de faire, pour ceux qui étaient au chômage partiel, par exemple, pour d'autres, d'avoir plus de temps avec leurs enfants à la maison, ou de rentrer, pas de rentrer plus tôt du travail parce qu'ils étaient déjà à la maison, mais d'avoir plus de temps pour investir leur maison, faire du bricolage. Donc, pour un certain nombre de personnes, vraiment, ça a été une parenthèse enchantée. Moi, certains patients me le disaient avec culpabilité. Moi, j'ai entendu au premier confinement certains patients me dire ça, c'est-à-dire, je culpabilise un peu de dire ça parce qu'il y a plein de gens qui meurent et tout, mais moi, je me sens mieux. Et donc, c'était dit avec culpabilité, mais c'était dit quand même. Tout à fait. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est très bonne observation. Et justement, dans ta pratique, alors là, avec le Covid, mais dans ta pratique en général, est-ce qu'il y a des sujets récurrents pour lesquels tes patients viennent te voir? Alors, je crois qu'on est, à part quand on a une spécialité précise qui fait qu'on a des patients qui viennent pour un type de pathologie particulier, mais je pense qu'on a à peu près toutes, si on est installé en libéral en tout cas. Hein. Le panel des patients en libéral est très large en fait. Et ce qu'on retrouve le plus souvent, même si j'ai jamais encore une fois tiré de statistiques de tout ça, en 15 ans d'exercice, mais c'est des problèmes de stress au travail, des problèmes de couple. C'est pas forcément pour des troubles psychiatriques. Hein. Il faut bien être conscient que en cabinet libéral, nous les psychologues, on reçoit beaucoup de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui rencontrent un problème dans leur couple ou d'éducation avec leurs enfants ou de stress au travail, par exemple. Mais à côté de ça, on va pouvoir aussi rencontrer des patients qui souffrent de vraies pathologies. Donc, ça peut être en tout cas, moi, ce que je recevais le plus souvent comme pathologie, enfin, comme patients qui présentaient des pathologies, c'était des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. Beaucoup de patients qui souffraient d'anxiété sociale. On ne se rend pas compte, hein, mais en cabinet libéral, c'est très fréquent. Et si on ne creuse pas un peu, par contre, on peut passer à côté, mais c'est très fréquent. Donc, du stress au travail, ça, c'est hyper fréquent, qui amène souvent d'autres choses. Ça peut être une symptomatologie dépressive, un burn-out, etc. L'épuisement maternel, ça fait venir aussi beaucoup de femmes en consultation. Ça, c'est assez fréquent aussi. Donc, en fait, pour résumer, je dirais les pathologies ou les raisons les plus fréquentes de venir consulter en cabinet libéral, en tout cas, moi, dans mon cabinet à Nogent-sur-Marne, puisque j'étais installée à Nogent-sur-Marne, en région parisienne, c'était vraiment la dépression, l'anxiété, les problèmes de stress au travail, l'épuisement maternel et les problèmes d'infidélité dans le couple. Et parfois, alors peut-être après parce que les gens savaient que j'avais une orientation un peu là-dessus, même si j'ai jamais fait de formation spécifique, j'ai fait plein de petites formations comme ça cumulées, mais je recevais pas mal de patients qui présentaient des troubles sexuels, des hommes ou des femmes. Voilà, j'ai pas un titre de sexologue, mais j'ai fait plein de formations en sexothérapie qui m'amenaient du coup à recevoir des patients qui pouvaient présenter ce type de difficultés. Et donc, voilà, c'est assez large en libéral. Hein. C'est différent d'une pratique peut-être en institution ou dans certains services hospitaliers où il y a un type de patient, par exemple, un service spécialisé en troubles anxieux. On va recevoir peut-être que des patients qui présentent des troubles anxieux avec quelques comorbidités, mais ça n'ira peut-être pas beaucoup plus loin. En libéral, voilà, il faut être prêt à recevoir un patient qui va souffrir de TOC, je sais pas moi, de paranoïa, de schizophrénie, ça c'est moins souvent, c'est moins fréquent en libéral. Que des patients qui vont présenter des petits problèmes du quotidien, qui ne vont pas être une pathologie psychiatrique à proprement parler. Il faut être très, très, très polyvalent en cabinet libéral. Oui, c'est bien aussi de préciser, c'est important que il n'y a pas besoin d'avoir un
trouble psychologique ou une maladie mentale pour venir consulter. Tout à fait. Ça peut être du tout venant sur des sujets de la vie quotidienne, sur des transitions de vie pro, perso, sentimentales, des deuils, enfin des choses où on a besoin d'une aide pour passer ça en fait. Oui, tout à fait, parce qu'il y a encore certaines personnes, tu as raison de préciser ça, Perrine, parce qu'il y a encore certaines personnes. Moi, j'avais des patients qui me disaient, j'ai peur au premier rendez-vous, en m'énonçant les raisons pour lesquelles ils étaient là et en minimisant la nécessité peut-être d'être suivis, ils me disaient, mais j'ai l'impression de prendre la place de quelqu'un parce que j'ai pas un vrai problème. J'ai l'impression de prendre la place d'un autre patient qui en aurait plus besoin que moi. Et moi, j'avais toujours à cœur de rappeler que ce qui compte, c'est pas la gravité objective de ce que la personne traverse, c'est comment elle le vit elle. Et même si c'est juste qu'elle a perdu son chat, si ça lui amène une détresse importante, c'est pas moins grave que quelqu'un qui est en dépression, par exemple, ou qui a un trouble anxieux sévère, parce que peut-être la détresse va être la même au bout du compte. Et donc, en effet, tu as raison de rappeler que oui, c'est important de préciser qu'en thérapie, en séance, en cabinet libéral, on ne reçoit pas que des patients qui présentent des pathologies psychiatriques. On présente des gens qui sont confrontés à des problèmes que tu peux rencontrer toi, que je peux rencontrer moi, des problèmes de la vie quotidienne, du quotidien dans la famille, les enfants, le travail. Et c'est pas une mauvaise raison de venir, au contraire, c'est toute raison. Du moment que vous êtes en souffrance ou que vous n'êtes pas bien face à une situation et que vous avez besoin d'en parler ou besoin de l'aide de quelqu'un, c'est un bon motif pour venir en consultation. Tout à fait, et c'est vrai ce que tu dis qu'ils ont tendance à minimiser. Non mais c'est pas grand-chose, je vous le dis quand même, mais c'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est important pour vous. Oui, et il y a toujours cette idée derrière que peut-être je prends la place de quelqu'un qui en aurait plus besoin que moi. Et du coup, moi, c'est peut-être pas très grave. Est-ce que je suis vraiment légitime à venir en thérapie, du coup, en face de vous? La légitimité, ouais. C'est ça. Est-ce que je suis un bon patient? Est-ce que je suis un bon cas pour vous, en gros? Est-ce que je souffre assez? Ouais, c'est vrai. Et est-ce que toi, tu as déjà arrêté un suivi ou refusé un patient? Arrêter un suivi, oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Pas tant que ça, mais plusieurs fois. Et systématiquement, c'était soit qu'un patient m'avait fait peur. Une fois, c'était un patient complètement psychopathe, délirant, qui tenait des propos délirants, incohérents et psychopathiques, enfin vraiment avec des envies de meurtre et autres. Et là, j'ai flippé grave. Et j'étais jeune diplômée en plus, je venais de m'installer. Donc, honnêtement, j'avais pas les moyens, les ressources. Et je pense que ce patient devait être hospitalisé. Donc, lui, je l'ai réadressé vers des personnes plus à même de pouvoir l'aider. Donc là, ce patient-là, je me rappellerai toujours, lui, je l'ai réadressé, j'ai interrompu le suivi. Et une autre patiente, donc ça fait partie des cas de figure qui m'amènent à interrompre un suivi, soit quand j'ai peur, soit quand le patient se montre pervers et provocateur et mal intentionné dans son rapport avec moi. En l'occurrence, là, dans ce cas de figure, c'était une patiente qui m'avait demandé si elle pouvait me tutoyer. Alors, jamais personne ne m'avait demandé ça en tant que patient. À l'époque, je lui avais dit, écoutez, moi, je suis incapable de vous tutoyer, donc je vous vois. Par contre, si ça vous permet d'être plus à l'aise, parce que c'est comme ça qu'elle me l'avait vendu, elle m'avait dit, si je serais plus à l'aise si je vous tutoyais pour m'ouvrir à vous. Donc, je lui avais dit, écoutez, si ça vous aide, pourquoi pas, mais c'est une exception parce que j'ai jamais fait ça. Et à partir de là, une fois que je lui ai laissé cette porte ouverte au tutoiement, elle s'est montrée très malsaine et perverse dans la relation. Au bout du compte, j'ai arrêté la thérapie parce qu'en fait, elle m'envoyait des SMS, des messages, des mails en me disant qu'est-ce que tu en penserais si je m'immisçais dans ta vie privée. Alors, elle travaillait dans la police, donc elle pouvait avoir des renseignements. Peu importe, même si j'avais rien à cacher. Mais qu'est-ce que tu penserais si j'obtenais des détails sur tes proches? Qu'est-ce que tu penserais si j'observais, je te suivais dans la rue? Bon, bref. Et donc, à partir de là, je lui ai dit non, écoutez, on a interrompu le suivi, c'est pas possible pour moi de suivre si vous me tenez des propos pareils, c'est pas possible. Et elle l'a très mal pris et un jour, elle s'est pointée à mon cabinet à une heure où je l'attendais pas, où j'avais fini mes consultations un samedi. Elle avait d'abord téléphoné à mon secrétariat en se faisant passer pour une patiente lambda en disant qu'elle avait besoin de m'amener quelque chose. Donc la secrétaire, à l'époque, j'avais une secrétaire, elle lui avait dit elle termine samedi à midi. Donc le samedi midi, quelqu'un sonne au cabinet, j'attendais plus personne, évidemment, j'avais fini ma matinée. Et elle m'a agressée physiquement, me demandant son dossier médical, enfin son dossier, moi je prends des notes, et elle s'est assise dans la salle d'attente jusqu'à ce que je lui donne son dossier parce qu'elle ne voulait pas partir. Voilà. Donc j'ai dû aller porter plainte après parce qu'elle m'avait agressée, elle avait hurlé dans tout le bâtiment, elle m'avait insultée, menacée, etc. Donc j'ai dû aller porter plainte contre cette patiente. Voilà. Donc ça m'est arrivé 2 fois, je crois pas plus, d'interrompre un suivi. Pour des raisons qui étaient de cet ordre-là, en tout cas. Après, des suivis qui sont interrompus, il y en a eu plein parce que les patients allaient mieux, mais en tout cas, oui, moi, que j'interrompe un suivi, ça m'arrivait
Voilà, 2 fois pour ces raisons-là. Ah si, et une autre fois, j'ai interrompu un suivi avec un couple, parce que la dame souffrait d'un trouble bipolaire, le conjoint était là et souffrait beaucoup de sa femme qui avait ces fluctuations d'humeur, et en plus, elle était borderline, enfin un cas très compliqué. Et un jour, en pleine séance, elle m'a insultée, elle s'en est prise à moi, elle m'a agressée verbalement. Hein. Il faut pas penser que parce qu'on est psy, les patients ne nous agressent pas. On fait preuve, on est le réceptacle de beaucoup d'agressivité dans les mots, parfois dans les réactions. Et cette patiente-là, je lui ai demandé de sortir de mon bureau et que j'interrompais le suivi. Enfin, ces patients-là, le mari était pour rien, il était totalement passif. De toute façon, c'était bien un des problèmes qu'il avait avec sa femme. Donc, il n'a rien dit, mais du coup, je les ai mis dehors, en fait. Parce qu'à un moment donné, l'irrespect, l'agressivité, le manque de respect vis-à-vis du thérapeute, pour moi, c'est inacceptable. Et donc, voilà, j'avais interrompu aussi ce suivi. Et donc, effectivement, oui, c'est ce que je disais. Pour les auditeurs qui écoutent ton podcast, Perrine, c'est important d'avoir en tête qu'on fait face à de l'agressivité en tant que psychologue. Oui. On n'est pas face qu'à des réactions gentilles et bienveillantes, même si la plupart du temps c'est le cas. Mais on fait face aussi à de l'agressivité. C'est notre boulot aussi d'accueillir ça, cette agressivité-là, d'en faire quelque chose, de la comprendre, de la canaliser, d'aider le patient à faire autre chose. Mais ça peut être aussi violent comme travail à ce niveau-là, pour ces raisons-là. Et tu disais que tu as réadressé du coup le patient à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que tu travaillais avec d'autres professionnels de santé ? Oui, moi, ça me semble hyper important. Alors, quand on est en libéral, ce qui peut être difficile, en cabinet libéral, ce qui peut être difficile, c'est la solitude professionnelle. Parce que souvent, moi, j'étais la seule psychologue dans le cabinet de groupe dans lequel j'exerçais. Il y aurait d'autres psychologues, peut-être qu'on aurait pu se soutenir les unes les autres, se redresser quelques patients. Enfin, bref. Là, j'étais toute seule avec d'autres professionnels de santé. Et même quand on travaille en libéral, et justement parce qu'on est seul et isolé, c'est hyper important d'avoir des contacts. Que ce soit, moi, je travaillais, même si je travaillais seule au cabinet avec mes patients, j'avais une liste de contacts de psychiatres, de psychologues vers qui réadresser quand le patient avait besoin d'un traitement, par exemple, ou quand il fallait réadresser un patient vers une autre psychologue, ou quand le conjoint de ma patiente avait besoin de voir quelqu'un et il voulait me voir moi, mais les gens ne savent pas toujours que déontologiquement, on ne peut pas recevoir deux personnes de la même famille, donc on réadresse, et c'est très important d'avoir un carnet d'adresses bien fourni quand on travaille en libéral, pour justement ne pas que cette solitude soit trop pesante. C'est bien de s'entourer de neuropsychologues, de psychiatres, de psychologues pour enfants quand on ne reçoit pas les enfants, bref, pour avoir vraiment, ou de psychologues de couple si on ne reçoit pas les couples, pour pouvoir réadresser, c'est aussi un signe de confiance, pouvoir réadresser aussi des patients en disant je connais bien cette personne, vous pouvez aller la voir en confiance, et du coup, les patients ils vont déjà en confiance s'ils viennent de notre part et qu'on leur a donné ce conseil-là. Donc c'est très important d'avoir un réseau de professionnels autour de soi. Quand on est en libéral, en tout cas, mais je crois que c'est pour tout professionnel, psychologue comme ça, c'est important d'avoir d'autres personnes sur qui se reposer pour faire un travail, entre guillemets, de groupe, même si c'est pas au même endroit, au même moment. Et donc, tu parlais donc d'autres pratiques, d'autres psychologues, des psychiatres, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu des nouvelles pratiques ? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le développement personnel, c'est quelque chose qui a un essor assez conséquent. Qu'est-ce que tu penses peut-être de la psychanalyse, des coachings, toutes ces pratiques qui sont autour de la psychologie ? Moi, je crois, d'abord, c'est important de dire que je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous ces professionnels-là. Ça ne veut pas dire que je valide forcément toutes les pratiques de tous les professionnels. Juste, j'estime que si une personne va consulter quelqu'un et qu'elle en retire des bénéfices, peu importe que cette personne soit psychanalyste, coach en amour, coach en séduction, coach de vie, psychiatre, psychologue, si ça apporte à la personne, alors tant mieux. Donc déjà, je suis contre rien. Juste, je trouve parfois, par exemple pour des coachs ou des psychanalystes, il n'y a pas eu, alors je crois que maintenant, je ne suis pas au clair avec tout ça encore, parce qu'il y a eu des réformes, des changements, des choses comme ça qui ont été mises en place pour les titres et la protection des titres et autres, mais je trouve que quand il n'y a pas de formation en psychopathologie associée, c'est un peu dangereux d'être psychanalyste ou coach. En tout cas, si on est coach qui reçoit des gens en souffrance, si on est coach de vie, si on est coach en amour, juste pour gérer une problématique particulière qui n'a rien à voir avec une souffrance psy ou une pathologie psy, il n'y a aucun problème, honnêtement. Et je suis très ouverte à tout ça et un grand bien face à ceux qui vont consulter si ça leur fait du bien. En revanche, si des coachs, juste coachs, qui ont une formation peut-être qui a duré que 3 mois, s'amusent, entre guillemets, parce que pour moi ce serait ça, à prendre en charge des patients qui sont en dépression sévère, alors qu'ils n'ont pas eu de formation en psychopathologie, etc. Là, ça me semble dangereux. Voilà.
C'est plus par rapport à cet aspect-là que je peux être critique ou exigeante. Parce que je trouve qu'il y a une formation qui est nécessaire pour prendre des gens qui sont en souffrance, surtout quand ça concerne des pathologies, des histoires lourdes, des pathologies psychiatriques, et qu'on ne peut pas s'amuser avec la santé psychique des patients en souffrance. En revanche, dans la mesure où ça apporte du bien-être, de l'amélioration, du bonheur, pourquoi pas, à certaines, ou une aide pratique organisationnelle à certaines personnes, moi je suis ouverte à toutes les pratiques. Dans le moment que c'est fait avec le respect du patient qu'on a en face de soi ou de la personne qu'on a en face de soi, je suis très ouverte à ce genre d'approche. Et comment tu vois évoluer la profession de psychologue en général et toi, ton métier en particulier? Écoute, je suis assez interrogative sur l'avenir des psychologues. Je sais qu'il y a des démarches en cours, enfin des démarches, des questionnements, des réflexions qui sont faites actuellement sur le remboursement des psychologues, etc. J'ai comme bon nombre de mes collègues, voilà, des doutes sur, pas des doutes sur le fait que ce soit bien de rembourser, moi je trouve que ce serait bien, mais sur les conditions qui sont mises en place pour le remboursement des consultations, etc. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit au rabais ou que ce soit imposé au psy sur un certain nombre de séances ou je ne sais quoi. Je pense que les conditions proposées ne sont pas idéales pour l'instant. Je crois que, alors Covid ou pas, est-ce que c'est dû à ça ou non? Je crois que les consultations visio, moi j'en faisais déjà bien avant le Covid en fait, des consultations en visio. J'avais commencé déjà pour des patients qui avaient déménagé à l'autre bout de la France et qui voulaient poursuivre leur suivi avec moi. Donc bien avant le Covid, je faisais déjà de la visio. Je crois que ça s'est vraiment beaucoup développé avec la crise sanitaire. Donc, je crois qu'il y a vraiment et les gens se rendent compte quand même que certes, c'est pas pareil, mais que c'est bien aussi en visio. Et je crois qu'il y a même des études qui portent sur l'efficacité des thérapies en visio par rapport au cabinet. Et je crois que c'est à peu près équivalent pour certaines prises en charge. Donc, franchement, je pense que les gens en général, même les psys en particulier, se rendent compte, pour ceux qui étaient réfractaires au départ, que c'est peut-être finalement un outil qui est sympa, qui est bien, qui permet de voir des gens qu'on n'aurait jamais reçus en consultation. Moi, j'avais des gens qui sont à l'autre bout de la France, dans d'autres régions, dans d'autres villes, ou des gens qui sont dans des déserts médicaux et qui vont pouvoir consulter des psys et qui vont pouvoir être à Paris, par exemple, et depuis chez eux dans leur canapé. Donc ça, moi, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial que la visio se développe. Pas que sur le plan de la psycho, mais sur le plan médical ou autre. Donc, je pense que c'est un peu l'avenir de la psychologie. Il y a aussi, comme Delphine Pi et son application Synergie, des choses comme ça qui se développent sur les prises en charge aussi uniquement, sur des applications comme ça asynchrones où il n'y a pas le contact direct du psychologue, on chatte par écrit, on expose son problème. Pour des pathologies peut-être plutôt légères et pas très graves, je trouve ça bien aussi, ça se développe. C'est peut-être aussi un des créneaux pour la psychologie, même si je crois, et que ce soit derrière un écran ou pas, que le contact humain on remplacera jamais ça. Même si j'ai déjà fait des séances pour des patients qui voulaient pas se montrer en visio et qui voulaient pas se déplacer au cabinet, j'ai fait des séances moi avec des patients uniquement par écrit. Ça leur a apporté. Donc, mais je crois que le contact humain, l'écoute de la voix, la chaleur humaine, un regard, un sourire, même si c'est derrière l'écran, je crois que ça on ne remplacera jamais quand même, et c'est important. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense que l'avenir de la psychologie, c'est sans doute beaucoup basé sur le psychologue 2.0, en fait, et qu'il y a un vrai avenir quand même si certains, beaucoup d'ailleurs, je crois, étaient réfractaires avant le Covid, en disant oui, mais c'est pas pareil. Moi, beaucoup de patients, je trouve, sont plus à l'aise derrière l'écran parce qu'ils sont depuis chez eux, parfois dans leur chambre, dans un endroit intime, dans leur petit cocon, sécurisant. Et parfois, j'ai entendu des patients me livrer des choses que jamais ils m'auraient dites sans doute au cabinet. Et donc, je crois que ça a aussi des bénéfices importants, les consultations en visio, pour cette raison-là précisément. Totalement. Et comment tu vois alors, toi, ton métier évoluer ? Alors, moi, je me vois continuer à proposer des ateliers. Là, pour l'instant, j'en ai lancé un qui est un atelier sur le syndrome de l'imposteur. Je me vois en lancer d'autres. Après, vivre de ça, je ne sais pas ce que ça donnera, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça me plaît. Je n'ai plus la charge émotionnelle trop lourde, 10 heures par jour ou 8 heures par jour, ou même ne serait-ce que 6 heures par jour des patients au cabinet, puisque là, je m'enregistre, je me filme, je lance ensuite l'atelier en ligne. Et je n'ai pas sauf sur un groupe Facebook fermé, mais je n'ai pas de contact direct avec la souffrance des patients. C'est ce qu'aujourd'hui, je ne souhaitais plus avoir. Voilà, je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner pendant 15 ans et qu'aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Et du coup, voilà, moi, c'est vers ça que ma pratique va se tourner, plus l'écriture.
Voilà, parce que dans ma vie professionnelle aujourd'hui, j'inclus l'écriture, même si je n'en vis pas encore. Ça me fait gagner un peu d'argent, mais pas au point d'en vivre. J'aimerais ne faire que ça, mais c'est pas possible. Donc voilà, je vais me répartir entre l'écriture et les ateliers en ligne. Et j'aimerais éventuellement, mais là la crise sanitaire permet pas forcément ça, et du coup j'ai pas forcément cherché encore. J'aimerais beaucoup enseigner la psychologie dans des écoles d'infirmières ou autres. Enfin voilà, j'aimerais beaucoup. Voilà, l'enseignement, transmettre en fait tout ce que mes patients m'ont appris, parce que j'ai appris à la fac, mais mes patients m'ont appris beaucoup. J'aimerais pouvoir transmettre toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris. Pour moi, le partage, c'est quelque chose de très important. Et donc, partager avec d'autres qui ont besoin ou envie d'apprendre, c'est génial. Moi, je trouve que c'est notre rôle, une fois qu'on a appris, de transmettre ce qu'on a appris. Donc, j'aimerais beaucoup enseigner. Ouais, je te comprends. Alors, tu transmets, tu partages dans tes écrits. Et peut-être, je te le souhaite dans l'enseignement. D'une autre manière, oui, j'aimerais beaucoup. On verra ce que l'avenir dira à ce niveau-là. Et alors, une dernière question. As-tu des conseils peut-être à donner à des consoeurs, des confrères, des personnes qui sont dans l'accompagnement en général? J'en aurais 2 qui me viennent en tête là spontanément. Le premier, ce serait à tous mes jeunes collègues psychologues qui sont diplômés depuis pas très longtemps et qui sont par exemple sur les réseaux sociaux et qui y passent beaucoup de temps à proposer du contenu, etc. J'aurais tendance à leur dire, faites attention, préservez-vous, parce qu'en fait, je vois beaucoup de jeunes psys qui donnent énormément de leur temps, et c'est génial, parce que c'est fait généreusement, gratuitement, etc., mais qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, en plus de tous les rendez-vous qu'ils font déjà, qu'ils assument déjà au cabinet. Et je me dis, mais comment ils vont faire? Ils se rendent pas compte. Enfin, moi, je sais, parce que j'ai tenu 15 ans, je sais combien ce boulot est épuisant. C'est un marathon à tenir et il faut savoir s'arrêter, faire des pauses, se ravitailler avant de reprendre. Il faut savoir vraiment pas commencer la course à 20 km/h, sinon on finit pas le marathon. Hein. Donc, quand je vois des collègues, parfois des jeunes collègues sur Instagram, sur les réseaux en général, qui sont déjà dans une course effrénée à vouloir publier beaucoup. Et je comprends ça, je peux comprendre, c'est une des dérives des réseaux sociaux. C'est assez addictif pour ça. Mais je me dis, mais comment vont-ils ou vont-elles faire pour tenir la route longtemps, enfin dans la durée? Pour moi, être psy, c'est un travail qui se fait dans la durée. Et donc, on doit s'économiser. S'économiser en dehors de son travail. On peut peut-être tout donner à son travail, mais s'économiser en dehors, savoir lâcher, ne couper avec la psycho, faire autre chose. Faire du sport, profiter de sa famille, faire des choses qui nous font plaisir. Alors c'est vrai que la crise sanitaire ne nous permet pas forcément ça, mais ça c'est un premier conseil. Vraiment, économisez-vous, n'allez pas trop vite parce que vous allez vous épuiser avant l'heure. Vous tirez une balle dans le pied tout seul. Ça c'est mon premier conseil. Le deuxième, ce serait peut-être de rester. Ça c'est très important. Enfin, je pourrais le dire à n'importe qui, mais peut-être plus encore à des jeunes psychologues diplômés ou à des étudiants d'ailleurs en psychologie. C'est rester tel que vous êtes, parce qu'en tant que psy, on travaille avec ce qu'on est. Il ne s'agit pas d'incarner un rôle, de jouer un jeu ou de jouer un personnage. On travaille avec ce qu'on est, nos émotions dont on peut faire part aux patients. On travaille avec nos qualités, on travaille avec notre humanité, on travaille avec notre histoire et on travaille. Donc c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est et on travaille avec ça. Et c'est ce qui fait souvent, au-delà d'ailleurs de l'approche des diplômes qu'on peut avoir, des techniques qu'on utilise. Souvent, c'est un rapport d'humain à humain, hein. C'est une question de feeling. Et donc, il ne s'agit pas de surjouer, de jouer un rôle ou quoi que ce soit. Il s'agit juste d'être soi-même, de rester soi-même. Exactement. Et ça, je crois que c'est un des conseils les plus importants qu'on peut donner aux psys, aux jeunes psys, c'est travailler avec ce que vous êtes. Et donc, il faut assumer d'être ce qu'on est. En ce sens que c'est bien aussi de faire une thérapie avant pour pouvoir assumer d'être peut-être sensible, d'être émotif, d'être... je sais pas moi, exigeant, etc. De travailler avec tout ça pour être à l'aise avec ça aussi après en face du patient. Mais de pas jouer un jeu, voilà, rester soi-même. Moi, j'ai plein de jeunes psys qui m'écrivent, ou d'étudiantes plutôt sur Instagram qui m'écrivent, mais comment je vais faire pour exercer? Mais moi, je suis hyper émotive, je suis trop sensible, et puis là, j'ai des troubles alimentaires, et puis, bah oui, bah moi aussi j'en ai eu, et puis nous aussi on a eu un parcours, je crois qu'on n'est jamais psy par hasard, donc on a eu des parcours de vie souvent un petit peu compliqués, on a vécu des difficultés, et c'est ce qui fait aussi, même si je crois qu'il ne faut pas avoir souffert de toutes les pathologies pour savoir les prendre en charge, mais je crois que c'est ce qui fait qu'on est plus humain encore et qu'on est encore plus sensible à la souffrance de l'autre, et peut-être à même de l'apercevoir, de la comprendre, parce qu'on l'a nous-mêmes vécu. Alors exerçons avec ça, avec tout ça, c'est nos petites pépites d'or, nos petites richesses, un coffre plein, voilà, et gardons ça. Tout à fait. Super, merci beaucoup pour tous ces conseils, Emmanuelle. Merci pour avoir répondu à mes questions. Merci aussi d'avoir été ma cobaye pour cette première interview en visio.
pour ta patience, pour les réglages. Moi, je voulais te féliciter, Perrine, pour ce premier podcast et je suis hyper touchée d'être la première à participer. Alors, j'espère que le podcast de Perrine, si vous m'écoutez là, en train de faire ce podcast, j'espère que vous suivrez avec attention. Perrine est une femme extraordinaire. Je suis certaine, même si je la connais pas dans sa pratique, que c'est une psy formidable aussi et que son podcast va tout dépoter. Donc, suivez-la et elle est géniale. C'est vraiment quelqu'un de très humain. Et je pense que ces podcasts vont être à son image. Alors voilà, j'espère que vous continuerez à la suivre parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Merci beaucoup Emmanuelle, merci. Ça me tenait à cœur de t'interviewer. La personne que tu es, c'était vraiment important pour moi. Et donner aussi la parole aux psychologues, savoir un peu l'envers du divan, ce qui se passe de l'autre côté, c'était important pour moi. Et puis que les gens puissent peut-être se reconnaître dans tes mots et les encourager aussi à être accompagnés. Puis tout simplement te découvrir. Oui, écoute, je te remercie beaucoup parce que je pense que le principe même de ton podcast est important. Souvent, les gens ont des a priori sur les psys, encore beaucoup, même en 2021. Et je crois que ton podcast va être intéressant pour ça notamment, c'est-à-dire peut-être de déstigmatiser déjà la maladie psy, ensuite peut-être les psys, et peut-être si ça peut ouvrir ou amener certains à franchir la porte d'un psychologue et oser parler de certaines choses, alors c'est génial. Et voilà, moi je t'encourage à continuer dans ton podcast et je trouve le principe super. Alors je suis extrêmement touchée voilà, que tu m'aies invitée et je te remercie du fond du cœur, Perrine. Merci à toi, merci beaucoup Emmanuelle. Merci à tous pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci Emmanuelle. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.